Bon, mes chers collègues, je me réjouis de cette réunion entre collègues pour parler d'un thème qui nous intéresse tous de très près. Le rapport entre l'éducation physique et l'éducation nationale. Alors, il se trouve que ce problème me touche de près car je suis à l'éducation nationale depuis plus de 60 ans. En effet, j'ai intégré l'école normale de Paris en 1950 et j'ai dû signer ce qu'on appelait un engagement décennal. C'est-à-dire que je m'engageais à enseigner pendant au moins 10 ans comme instituteur. En effet, une fois qu'on avait passé le concours d'entrée à l'école normale, on était boursier. Donc tous les jeunes collègues comme moi qui étions enfants d'ouvriers ou de classes défavorisées, on a pu continuer les études, sinon c'était impossible. Et donc, ça fait plus de 60 ans que je suis à l'éducation nationale. C'est dire combien le fait que l'éducation physique en 1981 passe à l'éducation nationale était une chose qui nous touchait de très près. Pour moi, ça allait tout à fait en continuité. D'ailleurs, je rappelle que la revue hyper de notre association, alors, je souligne en passant que l'association est vraiment très dynamique et je me permets de la féliciter pour organiser toutes ces réunions. C'est vraiment tout à fait intéressant, ces contacts entre collègues. Et la revue hyper donc avait publié des articles que j'avais publiés dans Le Monde, et le premier article se terminait par « L'éducation physique s'inscrit essentiellement dans une perspective éducative et il s'imposerait donc de la rattacher au ministère de l'Éducation nationale ». Donc personnellement, je prenais position en 1969, mais j'avais l'impression d'être en correspondance avec l'ensemble de la profession. Je crois que c'est une demande tout à fait majoritaire, sinon unanime, dans la profession. Et il est vrai que depuis 1981, et même d'ailleurs un peu avant, de grands progrès ont été faits dans ce cas. Bon, je ne vais pas rappeler l'agrégation, enfin évidemment dans l'enseignement élémentaire, également à l'université avec la licence, maîtrise, le doctorat, enfin vous êtes au courant de tout cela. Donc il y a eu concrètement des résultats à mettre au crédit d'associations, du syndicat et de l'ensemble de la profession. Ça c'est un aspect très positif. Donc institutionnellement parlant, l'éducation physique a eu un certain nombre de réussites. Alors pourquoi? Donc c'est un fait, c'est un constat indiscutable. Ensuite il va falloir l'interpréter. Mais pourquoi cette demande? Parce que en tant que professeur d'éducation physique, nous étions à la jeunesse et au sport, et le fait de passer à l'éducation nationale ne changeait pas grand-chose. Je me rappelle même à l'INSEP qu'il y a eu de gros problèmes. Quels sont ceux d'entre nous qui voulaient passer professeur de sport? Moi, on me l'a proposé, donc j'ai refusé. D'autres ont accepté, mais j'ai voulu rester dans l'éducation nationale, pour des raisons d'ailleurs que Alain a évoquées à l'instant. Les aspects de finalité étaient très importants pour nous. Donc, pourquoi souhaiter ces changements alors que nous étions en jeunesse et au sport? Très rapidement, on peut l'accoler, je crois, aux deux vocables, jeunesse et sport. Jeunesse, bien sûr, en tant que professeur d'éducation physique, nous intervenons auprès de la jeunesse, mais nous ne voulions pas intervenir uniquement comme animateurs, comme enseignants de loisirs. Nous avions conscience qu'il y avait des savoirs à faire passer. Alors, on peut discuter sur les savoirs, mais des pratiques, des savoir-être, des savoir-faire. Nous ne voulions pas être uniquement des animateurs de loisirs, des agitateurs de mouvements. Nous voulions faire passer des contenus. Donc, le concept de jeunesse était insuffisant. Deuxième concept, sport, jeunesse et sport. Le sport, nous sommes tous sportifs. Je pense que parmi cette salle, beaucoup d'entre nous sont venus à l'éducation physique par le sport. Quand j'ai pratiqué dès 12 ans, j'étais inscrit dans des clubs, je pratiquais la compétition, etc. Nous aimons le sport. Mais nous nous sommes rendus compte que le sport n'était pas le vecteur fondamental de l'éducation physique, car le sport c'est une activité sociale, institutionnelle, une activité de spectacle qui a son intérêt, mais si vous voulez, c'est un peu comme écrire. Il y a des prix Goncourt et puis il y a le fait que l'on écrive quotidiennement. Ce sont deux phénomènes très différents. Le sport c'est une activité économique qui est régie par les problèmes du profit. Toutes les décisions qui se font actuellement sur les règlements du sport sont liées à la télévision, aux spectateurs, donc le sport est une activité de profit. Bon, il y en a d'autres, hein, mais il faut le savoir. Donc, nous, en tant que professeurs d'éducation physique, nous ne voulions pas nous inscrire dans des activités dont le profit était la finalité première. Donc,
jeunesse et sport ne nous satisfaisaient pas. Donc, nous sommes allés vers l'éducation nationale. À mon avis, c'était une demande de l'ensemble de la profession et cela s'est apparemment accompli. Alors, est-ce que cette intégration a été réussie? Alors, là, on peut en discuter. Mon opinion, c'est qu'elle a été ratée. Mais sans doute pas définitivement, je le souhaite, mais pour l'instant, c'est raté. Premier point, au point de vue institutionnel, je constate que les professeurs d'éducation physique ne sont pas les seuls intervenants dans la pratique physique, par exemple à l'école élémentaire. Il y a énormément d'autres concurrents qui ont des brevets d'État, des animateurs sportifs, qui peuvent intervenir, qui interviennent dans l'école. Donc, vous n'avez pas, nous n'avons pas le monopole, l'exclusivité de l'éducation physique. Donc, tous les autres qui interviennent légalement et sans problème social, tout ce personnel qui intervient avec éventuellement d'autres finalités que les nôtres. Ils viennent en tant que spécialistes du handball, du saut en hauteur, etc. Ils enseignent le saut en hauteur, le handball, le rugby, ce qui est différent de ce que vous faites. Nous utilisons les pratiques sportives, les autres pratiques non sportives, dans des objectifs éducatifs. Nous ne sommes pas uniquement rivés à l'obtention des performances. Or, un éducateur de projet sportif cherche la performance, c'est ce qu'on lui demande. Ça a été rappelé de façon un peu cruelle par Alain tout à l'heure avec la brutalité légale, mais vous savez bien ce qu'il en est. Donc, nous constatons que nous ne sommes pas les seuls intervenants auprès des élèves, que nous avons des concurrents, donc nous ne sommes pas en situation de monopole, donc la certification de nos pratiques n'est pas entre nos mains exclusives. On dit, les diplômes de pratiques sportives sont dirigés par d'autres que des professeurs d'éducation physique. Ce qui fait qu'à la limite, nous pouvons être exclus de cet enseignement. Parce que qu'est-ce qui va plaire aux enfants, aux parents, aux responsables? C'est les performances, c'est la réussite sportive, c'est le brio des équipes. Et j'ajoute que ces personnels qui sont formés, de façon beaucoup moins approfondie que vous, sont payés beaucoup moins cher. C'est-à-dire que comment pouvons-nous justifier que les professeurs qui ont une formation de 4 ou 5 ans, qui sont payés normalement, et j'espère qu'ils sont payés davantage que les professeurs, finalement soient payés beaucoup plus cher que des formateurs qui finalement sont plus brillants qu'eux, parce que beaucoup d'entre eux ont des titres nationaux, internationaux. C'est pas possible. Bon, c'est pas par hasard que Douillet est ministre. Et moi j'ai connu Guy Druck comme étudiant qui est devenu mon ministre. Pourquoi? Parce que, outre que c'est un professeur d'éducation qui était brillant, en plus il était médaille d'or. Et ce qui compte aux yeux du public, des journalistes, c'est d'être médaillé. Voilà. Et vous, professeur d'éducation physique, vous apparaissez dans le bout du chemin, sous cet angle-là. Donc, nous avons une concurrence institutionnelle qui nous bat sur ce point-là. Voyons maintenant sur le plan, disons, fondamental de l'identité dont parlait Alain Ébrard. Moi, je crois que maintenant, l'identité de l'éducation physique, elle n'est pas à trouver. Elle existe et elle a été montrée largement. Nous avons une identité qui est très forte, qui est la mise en jeu corporelle, c'est-à-dire l'action motrice. Ça fait plus de 40 ans que nous sommes un certain nombre à développer ça, et je n'ai pas encore vu, il n'y a eu aucune objection sérieuse. Sinon, des objections disons, de discours de préau d'école. Je ne connais pas d'objection solide sur le fait que notre identité repose sur l'action motrice. C'est évident que quand on pratique du football et du rugby, comme ça se fait aujourd'hui, et hier soir au football, c'est une mise en jeu corporelle, c'est l'action motrice, avec les caractéristiques qui correspondent à la logique interne de chaque activité. Et ce que vous faites dans toutes vos séances, c'est de la mise en jeu corporelle, c'est-à-dire vous travaillez sur un objet précis, qui sont les conduites motrices des élèves. Alors, et d'une façon plus générale, ces conduites motrices correspondent à une action motrice ce concept permet d'englober sur des équipes, sur plusieurs genres, etc. À ma connaissance, mais je suis prêt à écouter les objections et à changer d'avis. C'est ça la recherche, je changerai d'avis dès que l'on montrera que cette position n'est pas tenable. Mais pour l'instant, je n'ai aucune objection sérieuse, sinon des propos vraiment calamiteux. Alors, je crois que c'est la question que je me pose
ce n'est pas y a-t-il une identité, c'est comment se fait-il que l'on affecte de ne pas le reconnaître. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'opposition au fait de dire l'objet de l'éducation physique, c'est l'action motrice. Parce que tout ce que disaient tout à l'heure Alain Librard et Jacques Hullman prend une figure forte. Le rapport avec soi-même, c'est la conduite motrice. Rappelez-vous ce que disait le ministre Lionel Jospin, mettre l'enfant au centre de l'acte éducatif. Il le disait pour l'ensemble des pratiques. Nous, nous le disons pour l'éducation physique. Mettre l'enfant au centre de notre travail, c'est focaliser sur ses conduites motrices. Ces conduites verbales nous intéressent peut-être. Sa résolution des équations du second degré, c'est intéressant, mais ce n'est pas notre travail. Nous, on travaille sur la mise en jeu corporelle. Qu'est-ce qu'il fait? De quelle façon? Son rapport à l'espace, son rapport au temps, son rapport à autrui. Et toute sa motricité vécue, représentée, ressentie. Ça, c'est ça la conduite motrice de l'élève. C'est non seulement ce qu'il fait, ce que l'on filme, mais ses pensées, même éventuellement son inconscient moteur, enfin tout ce que vous connaissez. Hein. Et le professeur d'éducation physique, c'est celui qui intervient sur les conduites motrices pour aller dans le sens des finalités. Alors, vous comprendrez pourquoi je n'ai parlé des finalités que dans mes premiers articles de 67, parce que ça ne pose pas de problème. Nous sommes tous d'accord. Tous nos collègues, quelle que soit l'orientation politique, sont d'accord pour faire le bonheur de l'enfant, développer son intelligence, son affectivité, son autonomie. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est comment y arriver. Nous pensons que notre problème, à nous, professeurs d'éducation physique, c'est d'y arriver par les pratiques corporelles. Et voilà pourquoi nous développons cet aspect-là. Alors, rapport à soi-même, conduite motrice, rapport au milieu, à l'environnement. Alors évidemment, c'est un peu délicat, mais je crois qu'il faut abandonner les stéréotypes anciens. Il faut utiliser les données scientifiques d'aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Quand nous organisons une activité physique, un match, un randonnée, un assaut d'escrime, c'est le problème d'incertitude, la prise d'information. Mais ce n'est pas la prise d'information purement mathématique, c'est le fait que l'individu lit ce qui l'entoure en décodant ce qui arrive et en interprétant. Alors, au fur et à mesure qu'il progresse, son interprétation change. Bon, ceux qui font du canoë-kayak l'ont constaté, c'est vraiment spectaculaire. Le fait de progresser en canoë-kayak, c'est une progression dans la lecture de l'eau. Au début, on figure que le courant va de l'amont vers l'aval. Et puis, on fait un peu de kayak, on s'aperçoit qu'on remonte le courant par les contres, et on utilise constamment les contres pour agir, etc. On s'aperçoit que, bon, je ne développe pas ça, vous le savez, la veine, il faut absolument se mettre dans la veine, il faut donc décoder la surface de l'eau, les cailloux, les seuils. Et c'est vrai au football, c'est vrai en escrime, on apprend à déchiffrer. Alors, déchiffrement de l'environnement extérieur, c'est prise de connaissance d'une information et d'une incertitude. Et finalement, on fait des calculs rapidement, des probabilités de réussite, et tout ça se passe dans la tête de notre élève. Et c'est de l'action motrice. L'action motrice, c'est uniquement des mouvements comme pensait Denis ou pensait même Le Bouche. Nous ne sommes pas une science du mouvement. Ça, c'est le 19e siècle. Nous sommes sur la science de l'action motrice qui implique toutes les données de la personnalité dans la mise en jeu corporelle. Et là, je signale que ce que je dis là, je pense que tous mes collègues, psychologues, sociologues, seraient d'accord. Ce n'est pas le point de vue d'un professeur d'éducation physique, ça va au-delà. Et là, nous touchons ce que disait tout à l'heure Alain, c'est qu'y a-t-il que nous pouvons faire en propre? Eh bien, c'est bien cela. Nous sommes les seuls, vous êtes les seuls, à agir auprès des étudiants, des élèves, pour qu'ils se manifestent à l'égard de l'environnement, qu'ils décodent l'environnement, qu'ils prennent des décisions. Alors, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis d'autrui. C'est en ce sens que nous avons cherché à développer, avec d'autres collègues, la sociomotricité, c'est-à-dire que la motricité, c'est pas uniquement soi-même, avec des objets, dans une salle, c'est un contact avec les autres, c'est la rencontre d'autrui. Et cette rencontre peut être une rencontre d'amitié, d'entraide, comme en escalade par exemple, ou une rencontre d'opposition, comme en escrime, comme en judo, ou les deux mêlés, comme au rugby, comme au football. Vous voyez ces situations extraordinaires qui sont à disposition. Et en plus des sports qui ont leur logique et qui est une logique intéressante, les sports c'est intéressant, mais à côté des sports, il y a énormément d'activités différentes, avec des liaisons variés qu'on trouve dans les jeux traditionnels. On change d'équipe au cours de la même partie, on change de partenaire, on change d'adversaire, il y a des jeux paradoxaux. Tout ça, ça plonge l'enfant dans des situations sociales variées et qui le débloquent, si vous voulez. On n'est pas obligé d'avoir toujours
mon équipe, il n'y a que mon équipe qui compte, les autres c'est les mauvais. Non, il faut quitter, si vous voulez, cet aspect manichéen où il y a les bons et les méchants. On apprend la subtilité des relations sociales au cours des jeux traditionnels. Et vous les connaissez bien, mais il se trouve, pour des raisons sociales, pour des raisons idéologiques, les jeux traditionnels, petit à petit, se sont amenuisés, et aujourd'hui on n'en parle plus, sauf en disant qu'ils sont préparatoires en sport collectif. Hein, c'est ce que vous retrouvez dans les textes officiels. Bon, ça c'est une aberration. Toutes nos explorations avec d'autres collègues ont montré que les jeux traditionnels ont leurs particularités, suscitent des types de contacts, des types de représentations différents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que des jeux traditionnels, moi je n'ai jamais dit ça. Mais maintenant, vous voyez, je commence à pouvoir répondre à ce que disait Alain Hébrard. Gymnastique, sport, pratique du plein pur, nous disons, l'individu, l'enfant, l'adolescent, est mis au contact d'un environnement, avec autrui, avec le milieu, et il met en cause, il met en action ses activités corporelles. Et cette action motrice peut prendre des illustrations différentes. Il y a le cas du sport qui a sa logique interne, les pratiques de pleine nature, logique interne, les jeux traditionnels, ça peut être le yoga, ça peut être etc. Le tonique, Gerd Alexander. Si vous voulez, la mise en jeu corporelle ne doit pas être mise dans un carcan, ni dans le carcan sportif, ni dans le carcan des jeux traditionnels. Vous avez à votre disposition un immense champ d'illustrations pratiques. Or, moi j'ai toujours été stupéfait, et étant étudiant, je m'interrogeais, étudiant d'éducation physique, comment se fait-il que nos professeurs vivent dans des couloirs? Il y avait les représentants des sports collectifs. Le sport collectif, c'est un sport complexe, les professeurs d'athlétisme, ils voyaient que l'athlétisme. Ben, je me disais, bon sang, c'est très intéressant de faire. À l'époque, il n'y avait pas le Fosbury, on sautait en ventrale, en costal. Bon, c'est très intéressant, c'est super, je veux dire. Mais il existait aussi le handball, le volley, bon. Et puis, les pratiquants des sports de combat, vous voyez que. Bon, bref, on s'apercevait qu'il y avait des secteurs qui étaient très distincts et qui avaient l'air de s'opposer. Or, dans la perspective que nous développons sur un objet propre qui est l'action motrice, tout devient possible. Et c'est au professeur de choisir, en fonction de l'âge de ses élèves, de leur motivation, si on est à la ville ou à la campagne, avec des garçons, avec des filles, enfin, il faut laisser ce choix-là, mais voyez, dans un cadre global qui correspondrait à une classification générale en domaine d'action motrice. Et je vais terminer sur ce point. Le travail qui est mené actuellement par nous-mêmes et par les collègues, c'est d'identifier des domaines d'action motrice, c'est-à-dire des champs d'intervention corporelle qui présentent une certaine homogénéité. Finalement, par exemple, contact avec autrui uniquement sur le plan de l'adversité. Alors il y a beaucoup de pratiques là, et finalement il n'est pas nécessaire que avec vos élèves, vous fassiez toutes les pratiques qui correspondent à ce domaine d'action. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Mais vous faites des choix, et donc dans votre programmation, il y a activité contre adversaire, avec des sous-divisions à votre gré. Puis, il peut y avoir uniquement coopération. Vous remarquerez que dans toutes les institutions physiques, il n'y a jamais la coopération en tant que telle. Or, il me semble quand même que la coopération, l'entraide, c'est une donnée capitale de notre civilisation. Et nous avons, dans notre bagage de pratiques, énormément de pratiques de coopération, où les individus communiquent par le corps. La communication, l'échange corporel, c'est quand même capital. Vous avez la besace remplie de pratiques corporelles. Pourquoi l'ignorer? Donc vous voyez, nous avons des domaines d'action motrice. Alors, c'est à travailler davantage. Hein. Moi, je reconnais très volontiers que nous sommes débutants dans ce domaine. On a déjà des résultats qui nous permettent de placer les phénomènes, mais c'est insuffisant. Il faut absolument que la profession, les jeunes, les collègues, s'emparent des domaines d'action motrice et les développent. Alors de façon sérieuse, avec des situations de contrôle, et vous savez faire ça, ou on apprendra à faire ça, pour fonder des pratiques motrices accordées aux finalités qui sont les nôtres. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut développer la liberté, la fraternité, tout ce qu'on voudra, par simple affirmation, c'est de l'incantation actuellement, de l'incantation. Nous demandons une vérification expérimentale, et comme on le trouve dans toutes les disciplines, et c'est à notre disposition, notre profession est parfaitement capable de faire cela, il faut s'y préparer. Donc vous voyez, cette classification, c'est pas du tout quelque chose de formel comme on nous raconte. Il n'existe pas de champ de connaissances qui ne s'appuie sur une classification. Il faut qu'on classe nos phénomènes, mais le problème c'est quels sont les critères. Nous en proposons quelques-uns. D'autres sont possibles,
peut-être meilleurs. Je suis prêt, pour ma part, à les accueillir, qu'on nous les présente. En tout cas, il est, à mon avis, capital de définir des champs, des domaines d'action motrice associés à des finalités et à mettre la profession au travail sur ce domaine.